Merci beaucoup d'être resté. Je vois au nombre de gens qui mangent des viennoiseries que vous êtes restés fondamentalement pour les pains au chocolat, mais une motivation en valant bien une autre. On va essayer de pas trop alourdir, mais quand même, on va aller jusqu'à 18h15, 18h, pardon, heure où la piscine ferme. Nous avons une dernière table ronde et peut-être, je ne sais pas s'il est là, Monsieur Marco du ministère qui devrait nous rejoindre et, dans son immense sagesse administrative, faire une conclusion terminale. Et donc, pourquoi il y a des gens qui doutent de l'immense sagesse administrative? Et donc, le principe de cette discussion ou échange entre nous, c'était de donner, alors c'est un gros mot, la stratégie, parce que j'ai dit ce matin que c'était le mot, le maître mot, mais ça habille en réalité les pratiques. Et donc, l'intention, elle est simplement d'écouter un peu les différents points de vue. Alors, on a décidé de laisser à Pascal Hurtel, qui est adjointe administratrice générale en charge de la culture scientifique et technique et de toute une série d'autres choses au CNAM, le soin de un peu ramasser le propos et de nous donner peut-être les intentions du CNAM. Mais nous avons également, et je l'en remercie vivement, Mathéo qui est là pour Remedis et qui est le directeur de Remedis et donc qui aussi nous inscrira dans notre environnement, si j'ose dire, parce que non pas que Remedis soit notre seul environnement, mais quand même c'est une initiative importante dans le paysage dans lequel nous nous sommes placé avec enthousiasme parce que ça permet quand même un certain nombre de choses. Et puis j'ai demandé nous avons demandé, en fait je dis mais nous avons demandé, Pascal, Loïc, Stéphane et moi, à nos collègues, Ghislaine Chartron du laboratoire d'ICEN, et également présidente du conseil de formation du CNAM et titulaire de la chaire. Alors là, en revanche, je ne vais pas me souvenir exactement. Ingénierie documentaire, merci Ghislaine, qui travaille et qui est fort reconnu sur les questions d'ingénierie documentaire notamment, mais de sciences ouvertes, d'information scientifique et technique. Maïté Silla, alors là, Maïté, ta spécialité, je n'en ai pas la moindre idée. Chimiste, donc, qui est également directrice adjointe de l'école doctorale de sciences et métiers de l'ingénieur qui est ENSAM CNAM, Mathéo Merzagora dont j'ai parlé, et puis Loïc Petit-Girard, directeur du laboratoire d'histoire des technosciences en société, qui lui, je le sais, est historien des sciences et des techniques et dira le point de vue. Donc l'idée, c'est de donner un peu des facettes de l'activité et des stratégies nécessaires ou volontaires que nous avons les uns et les autres en matière de lien avec, entre la science ou la recherche et la société à travers la médiation et les médiations, bien entendu. Donc, sans plus attendre, je n'ai à titre personnel aucune question particulière, si ce n'est peut-être des rebonds lorsque, et je vous passerai la parole. Donc, nous n'avons pas d'ordre parce que nous ne l'avons pas cherché, sauf celui d'avoir Pascal en fin de course. Donc, la courtoisie veut que l'on commence par les dames, et donc soit Maïté, soit Ghislaine, et à l'insistance qu'a... Non, alors, Maïté. Ghislaine, c'est ce que je disais. Voilà, merci d'abord de l'invitation, hein. Je suis ravie de pouvoir contribuer un petit peu à ces réflexions sur les médiations sciences-société. Alors moi, je suis en sciences de l'information et de la communication et j'aurais plutôt une approche par l'information de cette médiation. Voilà, et le lien effectivement aujourd'hui qui peut-être a plus de sens, c'est le mouvement de sciences ouvertes, hein. Je pense que c'est pour ça que Jean-Claude m'a invité.
Bon, je pense que Pascal aura aussi beaucoup de choses à dire sur cette dimension. Maintenant, je ne parlerai pas de sciences citoyennes parce que je pense qu'on en a parlé beaucoup dans les ateliers et au cours de la journée. Je parlerai plus d'ouverture des résultats de la science et en quoi ce mouvement assez fort qui a maintenant plus de 20 ans peut contribuer à alimenter ce transfert science-société. C'est une question plutôt, parce que je pense qu'aussi il y a beaucoup de projections, beaucoup peut-être de non-réflexion sur la difficulté aussi de lire la science, donc, il ne suffit pas d'ouvrir, il faut traduire aussi parfois. Donc, c'est un petit peu ce sur quoi peut-être je vais insister. Bon, la science ouverte, je pense que c'est plus la peine, ou peut-être très très vite, des repères fondamentaux. C'est effectivement une transformation de la communication scientifique et même de la pratique de la science qui prend racine, je dirais, dans les années 2020, avec aussi le web et toutes ses potentialités de diffusion des résultats, avec les biologistes, les médecins et les physiciens qui partent en avant dans ces années-là. Donc, en créant des archives ouvertes, en voulant créer de nouvelles revues. Donc, je ne referai pas cette histoire-là, je vous épargnerai un peu la généalogie de la science ouverte. Mais en tous les cas, les enjeux projetés sont multiples et parfois, ils évoluent tout le temps. Ceux, en tous les cas, qu'on peut identifier et qui sont en lien avec ce qui vous intéresse, je pense, c'est effectivement l'idée de l'ouverture à la société, mettre les résultats de la recherche en ligne, sans barrière, que ce soit des articles, des thèses, des actes de colloque, mais aussi les enjeux projetés, c'est aussi l'idée d'un bien commun de la recherche, d'une intégrité. C'est un enjeu qui s'est greffé progressivement, d'une reformulation, l'intégrité de la recherche. À partir du moment où on montre les données, on montre les articles, on montre tout ce qui a nourri une pratique de la recherche, on consolide, on renforce son intégrité. C'est aussi cet enjeu-là maintenant qui est beaucoup projeté. Mais c'est aussi une innovation, le fait que les choses puissent circuler, s'alimenter entre la science et la société. Là, je ne parle pas du grand public, mais plutôt aussi du tissu socio-économique. Et en même temps aussi la science des données, c'est-à-dire aussi ce qu'on vit aujourd'hui avec ChatGPT. Il est bien content que les données soient ouvertes, ChatGPT. Donc, c'est l'idée aussi, bon, de projeter des nouvelles façons de construire de la connaissance avec, bon, des algorithmes, de la fouille de données. Bon, ça, je voilà, vous voyez, donc il y a beaucoup d'enjeux projetés. Il y a eu aussi pour les bibliothèques, et d'une façon, je pense que là, Pascal insistera, c'est le fait que, bon, l'édition, notamment internationale, parce qu'il faut différencier un peu les acteurs, a vécu des dérives inflationnistes de prix liées effectivement à un secteur marchand qui s'est greffé sur la communication, qui a d'excellents services, mais qui effectivement a abouti à des tarifications internationales qui fait que bon, certaines collections sont devenues presque inaccessibles pour les bibliothèques alors que c'est les chercheurs qui produisent la connaissance. On voit le paradoxe en tous les cas. Donc, en revenir un petit peu sur les repères essentiels pour bien relier les deux problématiques, c'est vrai qu'il y a des politiques publiques très fortes sur la science ouverte, je pense que ça ne vous a pas échappé, qui viennent de partout, pour nous de l'Europe, et qui descendent effectivement sur les différents États, et avec en France le COSO que vous connaissez, qui est le relais de l'Europe sur le développement de la science ouverte et qui trace un peu les lignes directrices de tous les établissements et aussi des laboratoires et de l'enseignement supérieur, et le CNRR, les EPST, mais aussi les institutions purement de recherche. Donc voilà un petit peu, alors nous sommes un peu dans des formes d'idéologie aussi, donc dans cette science ouverte, c'est-à-dire on projette beaucoup de choses, on a des injonctions d'ouverture, c'est très bien. Aujourd'hui, on a partout HAL, les archives ouvertes, qui permettent aux chercheurs, mais au grand public, à tout le monde, de consulter les articles des chercheurs. Au CNAM, vous avez HAL CNAM, où vous pouvez voir toute la production scientifique des laboratoires du CNAM. Voilà, alors la transformation de la communication scientifique a-t-elle nourri ce transfert science-société? C'est une question qui reste ouverte parce que, bon, autant pour les chercheurs, on voit bien le gain d'accès sans barrière à la littérature qui les intéresse. Pour autant, est-ce que le grand public s'est nourri de ces résultats? C'est pas évident.
c'est pas du tout évident. Avez-vous déjà lu des articles scientifiques quand vous n'êtes pas dans le domaine scientifique? Donc l'idée de se dire que d'ouvrir, ça va permettre un transfert, c'est un raisonnement un petit peu court, je pense, sachant qu'il y a des vecteurs de diffusion qui sont les revues de transfert, hein, on en connaît tous, on connaît tous les magazines qui sont disponibles, par exemple, sur Cairn, hein, Alternative économique, Sciences humaines, que Jean-Claude connaît bien. Voilà. Et puis les bulletins des sociétés savantes qui font du transfert sciences-société. Hein. Regardez le bulletin de l'Institut Curie, on comprend plein de choses sur les avancées, des marqueurs, etc., dès qu'on lit ce genre de littérature. Donc, bon, a-t-on prouvé, parce que ce matin on parlait de la démarche scientifique, moi je pense que la démarche scientifique c'est la méthode, hein, et il faut des preuves hein, quand on a une démarche scientifique. Donc dire qu'il y aurait eu des transferts sciences-société par le fait d'ouvrir les publications, il faudrait faire des études un peu plus sérieuses pour voir l'impact, j'aime pas trop ce terme, mais c'est ce qu'il veut dire. En tout cas, est-ce qu'on lit plus? Est-ce que le grand public lit des articles scientifiques pour répondre à ses propres questions? Dans la médecine, on voit à quel point aussi il peut y avoir des mauvaises interprétations hein, des résultats scientifiques. Donc les patients ont aussi un rapport compliqué à cette littérature hein, médicale. Donc voilà, c'est une question qui... Alors les cadres supérieurs se nourrissent, hein, c'est sûr que les juristes, les médecins, voilà, après encore une fois, c'est pas factuellement prouvé, mais on entend, on voit, on échange, se nourrissent effectivement des articles scientifiques. Mais en même temps, je pense que tout ça demande un petit peu à se poser le problème de la réception et de la difficulté du langage scientifique pour, euh, pour, pour affirmer en tous les cas que l'ouverture est synonyme de transfert sciences-société. Moi, j'y crois pas trop, hein, mais ça va aussi dépendre des champs, je pense, et de la difficulté de rentrer dans un champ scientifique. Dans les sciences humaines et sociales, je pense qu'il y a peut-être une facilité d'accès à la littérature, peut-être plus simple. Alors, je vois qu'il y a des têtes qui opinent dans la salle, mais en tous les cas, il faut des reformulations. Et je pense plus que c'est plutôt, alors bon voilà, c'est ça qui va effectivement faire que la science va s'infuser, je pense, un peu plus facilement, en tous les cas, dans les prises de décision, dans le fait de répondre à des questions et nourrir autrement que par les réseaux sociaux un certain nombre de questions que se pose tout type de public dans la société. Donc voilà, je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, mais je pense qu'autour de cela, effectivement, il y a des questions de fond aussi sur l'open access, mais qui relèvent moins de votre sujet, qui est de dire, bon, c'est un renversement de modèle économique, hein, l'open access. Ça veut dire que les éditeurs qui publiaient des revues, les associations, il n'y a pas que des grands éditeurs, hein, ont à penser complètement leur modèle économique. Et en ce moment, il y a beaucoup de discussions sur le fait d'ouvrir, mais d'une façon raisonnable, je veux dire, sans faire tomber des revues, parce qu'il y a des injonctions à l'ouverture qui peuvent être aussi contradictoires à ce qu'on vise. La biodiversité, la richesse. Beaucoup de petites associations n'arriveront plus à maintenir une activité éditoriale parce que c'était des revenus qui contribuaient aussi à la vie des associations. Bon, c'est une petite parenthèse un peu décalée par rapport effectivement par rapport au sujet du transfert, mais j'ai envie de dire que il y a beaucoup là, il y a un rapport intéressant que je vous encourage à lire hein, de l'Assemblée nationale et du Sénat qui s'appelle Pour une science ouverte, réaliste, équilibrée et respectueuse de la liberté académique qu'il faut lire pour cette position plus modérée et peut-être moins idéologique sur la science ouverte qui, moi, m'a déplu assez dans ces dernières années, en tous les cas. Je pense qu'il faut, il faut effectivement prendre le contexte de l'édition, de la publication, accompagner cette transformation, parce que être ouvert, c'est forcément bon, parce qu'on est plus accessible effectivement en termes de lecture, mais il ne faut pas pour autant détruire les conditions de la production. Hein. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir continuer à produire des revues.
Et ça, je pense qu'il y a eu quelque part aussi un non-dit ou une non-réflexion sur ce que ça voulait dire d'imposer des modèles économiques où tout doit être ouvert, parce que maintenant, l'Europe impose bientôt un embargo zéro. C'est-à-dire qu'avant, on avait 6 mois, 12 mois. Bon, je ne vais pas refaire l'histoire des encadrements réglementaires qui ont eu lieu, parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais voilà, donc c'est aussi une mise un petit peu en alerte sur une posture raisonnée de l'ouverture, à la fois parce que les chercheurs qui ont besoin de se lire entre eux, ils se lisent déjà. Je veux dire, il y a des phénomènes d'open innovation qui ont lieu dans des périmètres où les gens partagent les mêmes centres d'intérêt. Donc, ouvrir dans la science ouverte, c'est ouvrir à tout le monde. Alors, il faut se poser la question de savoir si ça a toujours de sens de vouloir ouvrir à tout le monde et à quel sacrifice aussi, à quel point. Voilà, vous aurez compris que ma position est modérée et que, par contre, bon, par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je pense que ça peut avoir du sens, mais il faut continuer à avoir des vecteurs de transfert, des revues de transfert. Et Sciences humaines est formidable pour ça. Je sais que Jean-Claude a travaillé pour Sciences humaines et voilà. Métier de médiation et de transfert de cette question de ce qui est en train de se jouer dans l'espace mondial et européen, évidemment, de la production de papier, d'articles et des éditeurs. Je vais vous donner juste une anecdote, mais enfin, c'est une étude de cas que je vis en ce moment et depuis quelques années, mais qui est en fait emblématique de ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale. Je l'ai résumé ce matin et je le résumerai, mais c'est vraiment parce que dans nos milieux, on ne tient pas assez compte de la réflexion et des connaissances, à mon sens, que tu apportes. J'ai, comme beaucoup de monde ici, toute une série de, comment dirais-je, de dominions, de terres découvertes à marée basse qui sont sous mon empire. Et l'une de mes terres découvertes à marée basse s'appelle l'Institut européen d'éducation et de politique sociale. C'est un institut d'innovation d'éducation. Il a une revue qui s'appelle European Journal of Education, qui était la principale de politique d'éducation, publiée et éditée par Wiley Blackwell depuis 50 ans. Cette revue vient de changer complètement et de comité éditorial et de fonctionnement à bas bruit, comme on dit chez les historiens, et c'est en train de se passer dans l'ensemble du spectre parce que, je vais le résumer comme ça, parce que la Chine est là. Et on a transformé, et l'open access a baissé la captation, qui était une captation un peu indue des éditeurs, mais la transformation a été instantanée. Le comité éditorial antérieur a été éjecté. Le nouveau comité éditorial est composé essentiellement d'Asie de l'Est et de fonctionnaires. Pourquoi? Pour une raison extrêmement simple, c'est que l'open access en Chine, c'est que tout article publié, eh ben, ça rapporte 20 000 $ à l'éditeur. C'est-à-dire que là, on est dans des phénomènes de transformation du savoir lui-même à travers les modifications éditoriales. Et je pourrais donner des dizaines et des dizaines d'exemples de l'importance de ce genre de choses. Parle du modèle APC, du modèle économique APC, où c'est l'auteur qui paye pour faire publier son article. Et effectivement, le gouvernement chinois arrose massivement ce genre de choses. C'est une hégémonie aussi sur l'espace cognitif international, hein. Qu'on prenne cet élément-là comme un élément de constitution du savoir et de production du savoir. Or, c'en est un peu celui dont parlait ce matin Riga Sarvanitis quand il parlait des infrastructures invisibles. Cette infrastructure-là, elle est pas si invisible que ça, mais on la regarde pas, et elle est en train de changer la donne dans beaucoup d'endroits. Voilà, je voulais juste renforcer ça, Ghislaine, pardon, parce que c'est moi. Maïté. Et donc, bonjour à très bonjour à tous. Et donc, merci beaucoup pour l'invitation à cette table ronde. Donc, je me présente en tant que
directrice adjointe de l'école doctorale Sciences des métiers de l'ingénieur. Et donc, juste un petit mot avant d'exposer quelques idées par rapport à l'école doctorale. Donc, l'école doctorale, elle est sous l'égide de la commune ESAM Université, donc est co-accréditée avec l'École nationale des arts et métiers de l'INSAM. Et cette école doctorale, donc le cœur de la formation doctorale, c'est précisément le développement des compétences transférables vers l'industrie, donc dans un contexte soit national, soit dans un contexte international. Et, euh, et cette formation, c'est une formation à la recherche et par la recherche. Et aujourd'hui, donc, les sciences de l'ingénieur sont vraiment au cœur des différents types de problématiques, donc des problématiques soit technologiques et soit des problématiques sociétales. Donc, et cette formation doctorale, elle est vraiment très importante pour nos doctorants. Alors, le champ de l'école doctorale, il est assez vaste. Donc, ça va des spécialités de la mécanique, mécanique de solides, des fluides, l'acoustique, jusqu'à l'énergétique, par exemple, allant jusqu'à les sciences du vivant. Et ça, c'est réparti en 20 spécialités. Donc, 20 spécialités, donc réparties aussi dans différentes régions, donc une dizaine de régions. Il y en a actuellement plus de 400 doctorants, voilà, dans toutes ces spécialités. Alors, quand on m'a demandé de participer à cette table ronde, il parlait de la relation ou les liens entre les sciences et la société. Bon, j'ai un petit peu réfléchi qu'est-ce que je pouvais dire en tant que directrice adjointe d'une école doctorale. Et bon, mon apport va être assez circonstanciel. Donc, je vais vous donner des exemples de comment l'école doctorale bon, répond ou essaye de répondre à cette question-là et comment elle est engagée donc, dans diverses actions. Et donc, pour moi, donc, en fait, j'ai listé 4 points qui sont importants, dont déjà un qui était mentionné par Ghislaine, donc l'interdisciplinarité. Donc, ça me paraît un point important pour aborder la relation entre la science et puis après la société. Et, la formation doctorale aussi qu'on propose au cœur des enjeux sociétals tels que les développements durables notamment. Bien entendu, la diffusion de la culture scientifique et technique, donc ça fait partie aussi des choses qu'on fait à l'école doctorale. Et puis, la formation à l'éthique, sans oublier enfin l'intégrité scientifique. L'intégrité scientifique qui s'est traduite pas seulement dans nos travaux de tous les jours, ou dans les travaux de doctorants de tous les jours, ça s'est traduit aussi dans ce qu'on va publier après, soit open access ou autre. Donc déjà, par rapport au point de l'interdisciplinarité, on va dire que l'école doctorale, il y a plusieurs projets donc, qui associent différentes disciplines. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose qui on met beaucoup en avant. Donc, étant donné qu'il y a l'interdisciplinarité, donc plusieurs disciplines confondues, et donc en parlant en termes de chimistes, plusieurs électrons qui vont se retrouver pour faire plusieurs molécules, bah, mais ça va générer aussi des solutions novatrices pour des problèmes qui sont souvent assez complexes. Et donc, vous me permettez de mentionner 2 exemples. Donc, il y a un exemple d'un projet, donc, AHEAD, qui porte sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, hein, donc dans différents types de domaines, dont notamment la santé, la physique, les transports, la cybersécurité. Et ce type de projet, il implique donc plusieurs laboratoires qui vont des laboratoires de sciences de l'ingénieur, mais également des laboratoires qui font partie de l'école avec Grégoire, donc notamment les laboratoires sécurité défense. Donc, ces projets, par exemple, impliquent une dizaine de doctorants depuis 2020. Un deuxième exemple, c'est les projets GENI. Donc, les projets GENI, c'est les projets des jumeaux numériques, jumeaux de l'enseignement numérique, immersif et interactif. Donc, c'est un projet, un consortium porté par l'INSAM, mais un consortium entre l'INSAM, les CEA, le CESI et les KENAM, donc obtenu dans le cadre d'un appel à projet ANR TMES. Et dans ces projets, justement, on s'intéresse à développer des jumeaux numériques, donc pour l'industrie et également pour l'enseignement, donc avec des finalités pédagogiques. Et encore une fois,
Donc, il y a différents types de disciplines qui vont se rencontrer. Donc, des disciplines qui vont de la mécanique, la chimie, l'énergétique, jusqu'à les sciences de l'éducation et l'accessibilité. Alors, concernant le 12e point de la formation doctorale, donc nous, à l'école sciences des métiers de l'ingénieur, les doctorants sont amenés à faire minimum 100 heures de formation. Donc, les 100 heures de formation qui sont réparties entre formation d'ouverture professionnelle et formation d'ouverture, on va dire, plus scientifique, mais qui soit quand même éloignée de la thématique qu'ils mènent. Et l'idée de ces formations, c'est de donner des compétences transverses. Donc, des compétences transverses qui vont aller du montage des projets jusqu'à, pourquoi pas, les montages d'une start-up ou voire voilà, des compétences autour de la communication, par exemple, ou de l'employabilité. Donc, l'objectif, et donc ça fait les liens avec la science et la société aussi, c'est de les donner à ces doctorants une ouverture, voilà, une ouverture professionnelle, donc qu'ils puissent être donc bien préparés pour l'insertion professionnelle plus tard, soit au niveau national, soit au niveau international. Et bien entendu, parmi ces formations doctorales, la formation aux enjeux des développements durables, que c'est vraiment très important, sont au cœur de l'école doctorale. Et pour vous citer 12 exemples, il y en a plusieurs, mais pour vous citer 12 exemples, depuis 2020, donc il y a des formations qui ont été mises en place, des formations qui sont relativement courtes, avec un format court, autour des enjeux climatiques. Voilà, ça c'est une première formation. Une autre formation autour de la santé planétaire, formation qui a été développée pour la première fois par une doctorante. Donc c'est elle qui a relancé, qui s'est approchée de la direction de l'école doctorale et qui a permis donc cette formation avec la mise en place d'une table ronde, avec des invités étrangers, des renom. Donc voilà, donc ça c'est des choses qu'on met en place à l'école doctorale. Alors, le troisième point, comme je vous disais, la diffusion de la culture scientifique et technique. Hein, donc, l'école doctorale aussi, les doctorants qui sont impliqués dans les différents laboratoires, mais participent aux portes ouvertes d'établissements, participent au fait de la science. Hein, donc, et ça, c'est vraiment les liens directs, on va dire, avec la société. Et ils participent aussi à la mise en œuvre des conférences grand public, mais on va dire que, si on peut dire comme ça, les clous de spectacle, ça va être les concours de ma thèse 180 secondes, où les doctorants sont confrontés à expliquer pendant 3 minutes 3 années de thèse, et d'une façon ludique et vraiment tout public. Et donc, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on y tient beaucoup. Les quatrièmes points, bon, mais l'engagement envers la science ouverte, et je pense qu'il y aura des orateurs qui parleront mieux que moi de ces points-là, mais effectivement, il y a un engagement fort de l'école doctorale autour de ces sujets, donc avec l'accès effectivement ouvert à des publications, l'accès ouvert à des collaborations, donc la sensibilisation des doctorants sur ces thématiques. Donc, pour ce faire, il y a des formations qui se mettent en place en collaboration avec la bibliothèque du CNAM, hein, parce qu'on ne les fait pas, bien entendu, toutes seules. Et les doctorants mais sont amenés, sensibilisés à suivre ces formations. Et puis enfin, donc, l'éthique et l'intégrité des recherches. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose de très important qui est amené aussi auprès des doctorants, donc avec des formations. Donc, dans les cadres de l'école doctorale, il y a des formations sensibilisées spécifiques pour les doctorants des sciences de l'ingénieur autour des problématiques des RPD, donc les données des recherches, l'intégrité, donc l'ouverture donc de ce type de formation. Et puis après, quelque chose qui a été mis en place il y a tout récemment, suite au changement du décret de l'école doctorale, donc les sermons scientifiques aussi, l'engagement des doctorants avec l'intégrité scientifique au moment de la soutenance des thèses. Voilà, donc et ça, c'est les points que, donc à mon avis, hein, donc, permettent d'avoir cette ouverture, donc déjà pour les sciences de l'ingénieur, entre la science et la société. Je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions après, mais je suis à votre disposition.
Quand même de souligner là aussi l'importance, il me semble, de la jeune recherche, parce que bon, là c'est l'école doctorale et on voit bien l'importance que les écoles doctorales ont mise. On pourrait pour l'école doctorale Abbé Grégoire, qui est la partie, sciences sociales, humanités, sciences comportementales, on pourrait dire le même type de choses. C'est un moment crucial de l'interface société-sciences et dans les 10 dernières années, ça a été un renforcement progressif de ce lien, justement, et tu viens de le dire. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important, ce lien jeune recherche, société, ou en tout cas industrie, société, etc. Mathéo, je dis Mathéo, mais ça pourrait être Loïc, évidemment. Bon, allez, ben, on va continuer. Okay. Merci Jean-Claude. Donc, comme tu l'as dit, en réalité, j'ai une double casquette, pas double en réalité, mais mon métier, c'est directeur de la médiation et de l'éducation scientifique à Universcience, qui est le Palais de la Découverte et Cité des sciences et de l'industrie, donc un lieu qui fait essentiellement de la médiation de la recherche. Et comme on l'a dit, avec la même casquette, mais je dirige je suis directeur du réseau Remedis, dont je vais expliquer un peu plus en détail de quoi il s'agit, qui fait de la recherche en médiation. Et je crois qu'ici, il n'y a personne à convaincre qu'il y a un intérêt à regarder cette façon à miroir de regarder la recherche, la médiation de la recherche et la recherche sur la médiation. Donc, Remedis, en 2 mots, je vais y revenir, est un groupement d'universités et centres de culture scientifique pour interroger en particulier domaine de la médiation scientifique, la médiation humaine qui implique un échange entre le public et d'autres humaines, chercheurs, médiateurs, etc., avec un intérêt spécifique dans la construction d'un lien entre la pratique et la recherche, disons, académique. Mais pour arriver au pourquoi on estime être important de monter ces types de regroupements. Après, je vais dire aussi qui sont les membres, parce que c'est un peu le rôle que j'ai en ces moments. Je voulais donner juste un exemple de la nécessité de donner de la complexité à notre compréhension des phénomènes de médiation. Et je le dis parce que c'est des discussions à lesquelles j'ai pu assister ou participer là maintenant pendant la fête de la science. Donc on nous dit qu'il y aurait une sorte de divorce entre les citoyennes et la science. Sylvain de Casademont l'a bien dit, en gros c'est pas vrai déjà. Mais on questionne quand même, il y a certainement des questions à ces sujets sur ces sortes de montée d'une pensée anti-scientifique, d'une anti-science. Alors, j'invite juste à réfléchir un moment sur 2 caricatures. Première caricature de personne que je crois qu'on peut visualiser très bien, c'est un anti-vax qui décide de ne pas être vacciné dans ces moments, que probablement lutte contre l'utilisation des pesticides dans le champ dans son pays, et il est tous les vendredis dans la rue pour défendre l'effet qu'on écoute tous, c'est que les chercheurs du GIEC nous disent sur les changements climatiques. Je crois qu'on le voit. Et après, on voit un deuxième personnage, c'est les défenseurs de la médecine technologique, des implantes, peut-être avec quelques dérives transhumanistes, qui, par contre, est fortement climato-sceptique. Il dit arrêtez de nous raconter ces histoires sur les changements climatiques. On va résoudre, regardez, on l'a toujours fait, notre civilisation va continuer. Alors, que c'est clair, un d'eux, c'est un pro-science, l'autre, c'est un anti-science, lesquels? Alors, quand on interroge le public, on voit qu'il y a une recherche sérieuse, approfondie, qui essaye de nous mettre des petites alarmes. Attention, il y a des subtilités, il y a des différences, il y a une façon de lire, une façon de comprendre qu'on doit tenir compte. Parce que quand, par contre, on va faire des politiques pour contraster cette poussée vraie ou fictive de anti-science, c'est une politique pour ces 2 catégories de personnes. Et quand nous, on doit, pour répondre à ces injonctions, mettre en place des systèmes de médiation, des activités qui vont dans ce sens,
est-ce qu'il faut faire la même chose pour ces deux personnes? Est-ce qu'il y a un langage? Comment on peut parler si on a devant tous les deux? On les a presque jamais dans la même pièce, hein, donc on n'a pas trop ces problèmes. Mais quand même, comme on peut pas savoir en avance qui viennent, comment on peut s'assurer de tenir compte de ces nuances, de ces aspects-là? Et c'est pour ça que je pense que sur la façon de faire des médiations, on a vraiment besoin de travailler en lien avec les chercheurs. Et je crois que ça, c'est aussi une conséquence d'une certaine maturité auquel on est arrivé dans l'interprétation des enjeux sciences-société. Je suis dans ces domaines dans d'autres pays en particulier, mais depuis 25-30 ans. Et là, on est passé vraiment d'un besoin de faire passer des messages simples, genre les grands publics n'existaient pas, attention. Hein. Aujourd'hui, on se pose des questions beaucoup plus fines, subtiles. Et en tant que personne de terrain, on ne se suffit plus à nous-mêmes. On a vraiment besoin d'avoir un apport de la recherche qui nous permet de comprendre ces nuances. Et de l'autre côté, parce que c'est ça l'essence après de ce qu'on essaye de faire des Remedis, s'assurer que le monde de la recherche prend au sérieux non pas juste les cas d'études qu'on peut avoir chez les personnes de terrain, mais une vraie capacité de produire des savoirs uniques, des savoirs extrêmement, souvent pas structurés, mais extrêmement pertinentes. Et par exemple, voir ces différences que parfois, si on ne les voit que du point de vue d'une recherche, même des terrains, mais avec un cadre qui n'est pas celui de la rencontre au quotidien avec les personnes, ça nous échappe. On ne les voit pas, on n'arrive pas à les capter. Donc, on a un enjeu, d'un côté, que tous les résultats de la recherche deviennent utiles pour penser mieux la façon dans laquelle on produit de la médiation de terrain, et d'autre part, de développer des outils qui nous permettent plus sérieusement, de façon plus structurée, de recueillir toute l'immense richesse des connaissances des publics et de leurs relations en sciences que chaque jour, nos médiateurs, les personnes qui sont sur le terrain recueillent. Donc ça, c'est un peu l'ambition fondamentale du réseau Remedis, arriver à capter ces deux volets. Mais une des premiers travaux concrets de Remedis qui est né en novembre de l'année dernière, donc c'est très jeune, donc on n'a pas une grande record d'activité, mais Muriel Gage qui est là, a fait une résidence aux neurosciences de l'Université de Montpellier. Et en analysant différentes typologies de médiation, une des choses, je ne vais pas résumer toutes les études, d'ailleurs il y avait une session avant, mais est vraiment analyser et interroger le fait que ce dialogue entre pratique et recherche, que je pense qu'il n'y aura jamais personne qui dit que ce n'est pas bien de le faire, mais par contre, il a plein de petits obstacles qui relèvent de la culture, qui relèvent de l'organisation du travail. Et donc, on a besoin d'évoluer, déjà d'identifier ces difficultés à construire ces liens qui, comme dit Muriel, ne se décrètent pas. Il faut que ça monte. Et comment arriver à les favoriser. Et donc, il y a besoin de structurer ces recherches pour que cette double dialogue dont je parlais puisse se mettre en place. Alors, Remedis, c'est quoi? C'est un groupement d'intérêt scientifique piloté par Universcience, mais qui est partenarial, initié par mon prédécesseur Antonio Gomes da Costa, qui a rassemblé, je crois qu'on peut dire que c'était lui qui a un peu réuni plusieurs personnes qui après ont contribué pour arriver à une structuration qui aujourd'hui marche, et qui comprend 4 universités, Université de Montpellier, Sorbonne Université, Nantes Université et Université de Lorraine, et qui comprend les CNAM, évidemment, parce qu'on est là pour ça, et qui comprend l'AMSTI, et donc, à travers l'AMSTI, l'ensemble des centres de culture scientifique, dont certains sont particulièrement investis et intéressés par le sujet, l'OSIM, pour tout son rôle de formation et de capitalisation des connaissances, Instant Science, une autre association, Universcience. Et donc, on voit bien une volonté de mettre ensemble des acteurs qui ont vocation académique, disons, à l'intérieur du monde SAPS et des acteurs de terrain. Qu'est-ce que fait Remedis? Ils essayent de promouvoir et de faciliter l'émergence d'activités de recherche sur la médiation. Donc, des activités comme celle-ci,
comme cette réunion. J'ai cité comme exemple cette nécessité de mieux comprendre et mieux interpréter les études sur quelles sont les perceptions des publics par rapport à la science. Ça, c'est l'Université de Lorraine qui va organiser les 16 novembre, donc je fais le petit moment de communication, le 16 novembre à l'Université de Lorraine. C'est une journée où on va interroger les études sur les perceptions du public. On sait que les études souvent ne disent pas la même chose, sont souvent pilotées aussi pour des raisons publicitaires ou pour des raisons plus ou moins idéologiques. Par contre, ils sont aussi de bonnes sources d'informations. Donc, on va avoir plusieurs spécialistes qui ont fait des études autour de la perception publique des sciences, et on va voir comment et quelles mesures on devrait mettre en place pour que les résultats de ces études puissent être utiles à la production de changements dans la façon dans laquelle faire de la médiation. Le matin, on va on va comparer les études. L'après-midi, on va interroger qu'est-ce qu'on peut en faire. Et donc, on organise des activités de ces types. On favorise la participation dans des projets typiquement ANR, SAPS. Il y a un projet en cours, Ordispam, qui est sur les sciences participatives, qui est très intéressant parce que là, non, je crois que j'ai fini mon temps, donc je vais pas lier. Mais disons, la contribution à recherche, par exemple, nous a montré une dimension que pour nous était assez difficile à repérer sur les passages de la participation au niveau individuel des terrains, des chercheurs et des publics qui sont là, les passages au niveau institutionnel. La participation de CNAM et les mines nous ont permis de dire attention, vous négligez cette clé de passage, le moment où vous passez de ce que vous faites à ce que l'institution supporte et organise. Donc, très important, très utile et bien comme ça. Et je crois que j'ai fini mon tour. Oui, mais je l'ai dit tout à l'heure, à la fin de la précédente table ronde, c'est que Remedis a vocation à faire ce type de réflexion. Tu viens d'en donner une autre. J'ai dit que c'était le 9, mais je suis plus sûr. Mars prochain, il y en aura encore une. Voilà, bon, donc vous serez évidemment... Moi, je voudrais juste dire un point sur ce que tu dis, c'est le fait que ça progresse. Je trouve extrêmement important, c'est probablement vrai on ne sait pas si c'est lié à l'augmentation de la scolarisation et au niveau de la scolarisation ou autre chose, mais enfin, sous réserve de l'analyse de la chose, il demeure qu'on a des problèmes plus compliqués, plus complexes et plus intéressants, entre guillemets, mais plus complexes du point de vue de la médiation ou des transferts de connaissances aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qu'on constate et qui justifie un petit peu un certain nombre d'activités qui sont ici. Monsieur le directeur. Merci. Alors, j'allais rebondir sur les éléments-là, mais je vais d'abord me présenter et puis HT2S. Donc, le laboratoire HT2S, Histoire des technosciences en société, dont je suis directeur, et moi, je suis historien des sciences et des techniques. Alors, quel rapport avec tout ce dont on est en train de discuter? En fait, les activités du laboratoire, je pense que vous en avez vu un large échantillon dans toute la journée, puisque dans chacune des tables rondes, les thématiques ou les intervenants ou les animateurs étaient des acolytes, on va dire, du laboratoire. Et donc, ça vous a donné un peu un panel, disons, des objets, des méthodologies, des approches qui sont les nôtres, dans un laboratoire qui commence par H comme histoire, mais en fait qui est très interdisciplinaire dans ses approches et qui convoque la socio-histoire, l'anthropologie, la sociologie. Je voulais rebondir sur ce que disait Mathéo, puisqu'il y a une part de sciences de gestion et sciences de l'organisation en fait qui est dans le projet Ordispam. Donc on n'hésite pas à aller casser un peu les frontières disciplinaires dans le laboratoire et pour apporter des regards sur nos objets. Et les objets, pour le dire très très simplement, les objets du laboratoire, c'est d'une part les modes de production du savoir et simultanément et consubstantiellement, comme dirait Jean-Claude, la circulation du savoir, l'un n'allant pas sans l'autre. Et donc dans la circulation des savoirs, évidemment, il y a quasiment le résumé de toutes les problématiques qui sont celles de la vulgarisation, de la communication, de la médiation, de la science ouverte, etc., qui sont des objets que nous travaillons de manière interdisciplinaire dans ce laboratoire.
Vous avez eu avec Robert les questions de la médiation par le cinéma. Vous avez eu des discussions autour des dispositifs de sciences participatives avec notre collègue Bertrand. Et allant jusqu'à la question, je vois Anna au fond de la salle, de la patrimonialisation des techniques, puisque évidemment tout ça se fait aussi en rapport avec historiquement le musée, même si c'est une histoire parfois un peu distante entre le laboratoire, les chercheurs et le musée, c'est quand même le partenaire privilégié de ces interrogations-là. Je boucle pour d'abord remercier Jean-Claude parce que ce programme effectivement donne à voir beaucoup de facettes de ce que nous travaillons dans le laboratoire, et il a beaucoup compté sur beaucoup d'entre nous pour ce programme-là. On pourrait se poser aussi la question et revenir peut-être au tout début de la journée du pourquoi est-ce qu'il y a un laboratoire finalement HT2S qui s'occupe de ces questions-là au CNAM. Et en fait, quand on le regarde un peu sur la longue durée, on est un peu les porteurs de deux héritages. Un héritage très historiographique qui est l'ancien centre d'histoire des techniques, qui a été un des centres principaux de l'histoire des techniques en France pendant des années, qui s'est fondu, on va dire, dans une deuxième héritage et tradition du CNAM, qui est celle qui a été mentionnée par Rigas Avanitis ce matin, c'est-à-dire les STS à la française, entre guillemets, qui ont démarré avec Jean-Jacques Salomon, ici, dans ce qui était le centre Sciences, Techniques, Société, démarré dans les années 70. Et en fait, HT2S, c'est sorte de rapprochement, fusion et évidemment réactualisation de toutes ces problématiques qui ont été mentionnées par Rigas ce matin, jusqu'aux questions qu'il a soulevées, que j'ai trouvé très très justes, et qui revient d'ailleurs, qui est revenu dans la discussion avec Ghislaine sur les infrastructures de recherche, parce que les infrastructures de connaissances, parce que ça fait partie là aussi des sujets tels que nous les appréhendons au laboratoire. J'allais ajouter que dans les objets même de nos réflexions, il y a le CNAM. C'est-à-dire qu'on travaille aussi sur l'histoire du CNAM. On a des cahiers d'histoire du CNAM qui sont 10 ans maintenant, 10 ans d'existence. Donc c'est quelque chose, c'est une aventure éditoriale qui a été commencée, aventure éditoriale et scientifique, qui est portée par un collectif. Là aussi très interdisciplinaire, c'est vraiment une sorte de microcosme représentatif de ce qu'on fait comme au laboratoire en termes d'approche multidisciplinaire, et qui prend le CNAM comme objet. Alors pas seulement le CNAM, dans les cahiers d'histoire du CNAM, c'est bien plus large que ça, c'est toutes les institutions de l'enseignement supérieur de la recherche, mais le CNAM en particulier, et qui donne à voir ce pourquoi on est là aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que le CNAM, on l'a dit depuis le début de la journée, il est porteur d'une troisième mission, c'est Pascal, je crois qu'il l'a dit la première, parce que c'était la première à prendre la parole ce matin, indiquer qu'on est naturellement porteur de cette troisième mission, et que c'est dans l'histoire du CNAM depuis ses débuts. Alors évidemment, on en revient toujours à l'abbé Grégoire, mais je n'ai pas envie de revenir une nouvelle fois à l'abbé Grégoire. Ce qui est intéressant, c'est que cette relation du CNAM avec son environnement, avec la société, il a changé X fois, X étant supérieur à 10 probablement depuis 200 ans, parce que toutes les modalités du contrat avec la société, il a changé sur des grandes périodes, on va dire. Et un des grands changements a été en particulier au tournant de 1900, puisque les sciences de l'homme au travail ont pris le pas sur une institution qui était très orientée sur la technique à destination des artisans et des techniciens de l'industrie. Donc il y a des grandes transformations et dans toutes ces... Quelles que soient les étapes, il y a des grandes constantes, c'est que le CNAM est une interface avec multi-publics. Toujours été vraiment attentif à tous les publics, c'est-à-dire les publics des conférences du dimanche, dont vous avez peut-être entendu parler, les conférences du dimanche qui accueillaient tout le public parisien du 3e arrondissement, enfin ce qui n'était pas encore le 3e arrondissement, mais local, et qui, pendant la semaine, pouvait accueillir dans l'église, dans le laboratoire de mécanique qui était installé dans l'église, une sorte de Fab Lab géant dans lequel on accueillait les industriels. C'est-à-dire c'est la même institution qui, aujourd'hui, on les distingue et on s'interroge sur pourquoi est-ce que d'un côté, on aurait ceux qui s'occupent de la médiation vers les grands publics et ceux qui sont en charge de la valorisation, du transfert technologique, etc. C'était dans le même endroit, seulement du dimanche au lundi au mardi, on ne faisait pas tout à fait les mêmes choses au même endroit dans cette même institution. Donc on est aussi porteur, héritier de ces choses-là, et en même temps on est aussi héritier de recherche qui pense
ces interfaces. Donc, le CNAM a toujours été une interface complexe, évolutive, évidemment soumise à aussi des injonctions et des politiques publiques qui ont structuré, organisé ces aspects-là, mais aussi qui a toujours fait trouver des espaces pour amener des chercheurs comme Jean-Jacques Salomon, comme Maurice Domas pour d'autres aspects, qui ont pensé ces interfaces. Et HT2S, c'est un peu ce qui reste de la... En tout cas, on essaie de le continuer, toujours de le réactiver, ces penseurs de ces interfaces entre savoir et société dans toutes ces dimensions publiques, des médiations et jusqu'à les questions d'innovation et de transfert technologique. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. On est partenaire de Remedis. Et alors, le projet Ordispam est effectivement un élément assez exemplaire, je trouve, de ce que tu as indiqué, Mathéo, sur notre capacité, en réunissant une équipe multidisciplinaire, à reprendre ces objets et à réinterroger ces dispositifs de médiation dans une perspective qui est à la fois sociologique et sciences des organisations et sciences de gestion, à repenser un peu ces dispositifs, avec peut-être, j'espère, une capacité à transformer eux-mêmes les dispositifs. Ça, c'est l'ambition. Je ne sais pas si on pourra aller jusqu'au bout de ce projet-là. Mais donc, c'est à destination de qui? C'est à destination... Personne qui opère sur les terrains sur Ordispam. Ah, d'accord. Ah, très bien. Avec Théo, donc. Avec Théo Simon. Super. Non, je m'arrêtais là. J'étais certainement déjà trop long, je ne sais pas. Et puis, je passe le ballon à Pascal. Merci. Oui, alors du coup, voilà, c'est sur moi que ça tombe. Bon, c'est un peu normal, hein, oui, c'est un peu normal, non, mais je n'en disconviens pas. Mais du coup, je vais quand même m'appuyer sur ce qu'a dit Mathéo, en disant que comme avec Ordismam, c'est plus facile de parler de ce qu'on fait que de passer au niveau de l'institution. Donc voilà, c'est là où je suis au pied du mur. Comme Loïc vient très très bien de le dire, et comme on en était tombé très vite d'accord avec Jean-Claude et Stéphane quand on s'était vus pour imaginer une façon d'avoir une journée comme ça au CNAM pour parler de sciences et société. En fait, sciences et société et le CNAM, ça va tellement bien ensemble que, en fait, on n'est même pas obligé de le dire, mais on s'est dit quand même que ça allait mieux en le disant. Et du coup, c'est pour ça que un programme dont j'ai salué ce matin la richesse a été concocté, et j'espère qu'il vous aura intéressé. On voit bien dans ce qui s'est dit toute la journée, mais aussi dans le panel qui est celui autour de moi, que effectivement, il y a plein d'aspects et qu'il y a quelques spécificités quand même de l'établissement par rapport à d'autres. Alors, pour revenir avec une vision peut-être un peu plus stratégique, enfin, ou en tout cas transversale, sur les sujets qui ont été évoqués. Bien évidemment, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, la question de la communication scientifique et de la science ouverte qui a été évoquée est tout à fait primordiale. Je ne reviens pas du tout sur ce qu'a dit Ghislaine, puisqu'elle en est une très grande spécialiste. Peut-être un aspect qui n'a pas été évoqué, mais qui est revenu finalement avec ce que Luc vient de dire sur les cahiers d'histoire du CNAM. Il y a la question de l'édition scientifique, de l'édition scientifique publique qui est en discussion dans les sphères qui s'occupent de ces sujets, et en parallèle ou en accompagnement, ou en fait dans les questions de la science ouverte qui sont complexes. Ghislaine l'a bien rappelé. La science ouverte, les communs de la connaissance, enfin tout ça, c'est très bien. Mais je pense qu'elle a raison de dire que il ne faut pas de propagande, même si tout à l'heure Mathieu nous a dit que la propagande, ça pouvait être bien, mais qu'il fallait assumer de faire de la propagande quand on faisait de la médiation dans la table ronde à laquelle j'ai participé. Récemment, Monsieur Mérindol a dit qu'il fallait se méfier de la politique des slogans. C'est un peu vrai qu'en ce moment, dans la science ouverte, on est des injonctions. Il n'empêche que si jamais on prend la focale et qu'on se concentre sur l'établissement n'a pas été
le premier à s'emparer de ces questions de sciences ouvertes, on peut dire ça. Les archives ouvertes ne sont pas si anciennes, mais ce que je prends quand même comme un signe d'adhésion, au moins à une envie de partager les savoirs et comment dire, d'en fluidifier la circulation, au moins dans les milieux académiques, parce que là où je suis un peu d'accord, il faut reconnaître que la science ouverte est compagnon des discours de science avec et pour la société, mais malgré tout, un peu convoqué comme un argument supplémentaire. Ce n'est pas au cœur des dispositifs, ou en tout cas des questions qui se posent sur la science ouverte. On nous parle de la sérendipité, certes, mais il est vrai qu'on ne peut pas dire que le public se précipite sur toutes les archives ouvertes pour accompagner son café le dimanche matin. Donc, voilà, je pense que c'est un aspect intéressant. Le CNAM a donc développé sa propre politique. Sans être en pointe sur ces sujets-là, mais avec une bonne adhésion de l'ensemble de l'établissement. Et au stade où nous en sommes, nous avons l'intention donc de faire une charte qui sera une charte, j'espère, pesée, modérée. Exactement, pour préserver les libertés académiques. Moi, je pense que l'intégrité est aussi un des vrais enjeux de la science, mais ça a été évoqué. Et également, je pense que dans ce domaine de l'information scientifique et technique, il se trouve, je connais pas si mal, je pense que c'est important que ces questions soient collectives, puisque, en fait, les bibliothèques, hein, parce que c'est une autre façon de dire la même chose, les bibliothèques doivent être à l'écoute du monde de la recherche et de la formation et vice-versa. Et donc, nous allons, j'espère, ça fait depuis 1 an qu'on dit ça, mais d'avoir enfin une commission des bibliothèques et des archives qui puisse accompagner justement les stratégies, puisqu'il y en a. L'IST, c'est de l'argent, l'IST, c'est des personnes, l'IST, c'est des métiers. L'IST, c'est donc l'ensemble de la communauté des chercheurs et l'ensemble de la communauté des usagers. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et donc, avoir un espace de discussion sur ces sujets me semble être très nécessaire. Ça n'est pas pour rien que c'est la commission des bibliothèques et des archives, puisque donc je vais passer un peu sur les particularités du coup de l'établissement. Une de ces particularités, c'est la richesse de ces patrimoines et les archives en font partie, puisque nous avons la chance dans cet établissement de ne pas avoir beaucoup versé nos archives aux archives nationales et du coup d'avoir un vrai patrimoine qui permet notamment aux chercheurs d'HT2S, mais bien évidemment pas uniquement, de faire et refaire, non, parce qu'on ne fait jamais la même, mais en tout cas de se pencher régulièrement, beaucoup, avec des productions extrêmement intéressantes sur l'histoire du CNAM, qui est une histoire vraiment singulière et tout à fait passionnante, mais je pense que beaucoup de gens en sont convaincus autour de cette table d'abord, mais aussi en face de moi. Et ça me permet, avec cette notion du patrimoine, de faire un lien vers le musée, puisque il m'appartient de parler de la stratégie du CNAM et de la politique de la science avec et pour la société. Pour le moment, le musée n'a pas été beaucoup évoqué. Et il était pourtant présent physiquement. Je ne m'explique pas pourquoi la table ronde, qui ne devait pas tout à fait lui être consacrée, mais en tout cas où il y aurait eu des éclairages tout à fait intéressants et croisés sur le patrimoine on va dire, matériel, enfin, sur les objets du musée, d'éventuellement de la mission nationale PADSTEC, enfin, sur ces questions de la médiation dans et par le musée, finalement, n'a pas pu avoir lieu. Alors, c'est dommage, mais permettez-moi quand même de vous dire quelques mots sur cette institution, dans l'institution. Hein. C'est pas tout à fait un musée universitaire, malgré tout, puisque l'histoire en est singulière et ça n'est pas un musée qui s'est nourri, enfin, en partie, ça s'est nourri des recherches et des enseignements, mais en partie simplement, ça a accompagné une histoire industrielle et technologique
la révolution industrielle, on va dire, avec y compris des orientations qui ont été celles de l'établissement autour du monde du travail, mais qui ont pu être sur les accidents du travail, qui ont pu être sur l'histoire même du travail, avec du coup un échantillon d'objets moins riches, on va dire. Mais donc, ce musée, il est au cœur aussi de la stratégie de diffusion des savoirs pour le Conservatoire des Arts et Métiers. Il y accueille beaucoup de jeunes et de moins jeunes, et il a une activité de médiation, de programmation tout à fait extraordinaire, et j'espère que vous pourrez rester nombreux pour l'inauguration de l'exposition Explorer, qui sera inaugurée tout à l'heure, et vous verrez, ça vous emmènera dans plein d'endroits, tout petits, très grands, très loin, enfin bref, plein de choses. Ce musée, donc, il est important de l'accompagner dans son histoire. Il est donc né il y a très longtemps, et puis en 2000, il a réouvert dans une configuration complètement différente suite à des travaux gigantesques financés dans le cadre des grands travaux du président François Mitterrand. Ça fait 20 ans, un peu plus même, 22, 23. Donc, dans la perspective de lui redonner des moyens et les moyens d'évoluer vers, enfin, en tout cas de corriger ou de rénover un certain nombre d'aspects qui ne sont plus tout à fait pertinents. Le musée est engagé dans un grand projet de programme scientifique et culturel, donc un PSC. Il est en train de l'écrire, et ce que nous espérons, enfin, il est prévu qu'en juin prochain, nous aurons donc un magnifique programme, et on espère même qu'il va être financé. Donc voilà, on est dans une dynamique très, très positive pour avoir une rénovation du musée, ça c'est une chose, mais elle s'accompagnera puisque c'est le souhait à la fois de l'administratrice générale, c'est le souhait de la communauté des enseignants-chercheurs, c'est le souhait des collègues du musée, d'un renforcement des liens entre précisément cet objet culturel particulier qu'est le musée des Arts et Métiers, et puis la recherche et la formation qui est celle qui est enseignée par l'établissement public CNAM, et au-delà dans l'ensemble du réseau des CNAM, puisque c'est aussi un point tout à fait singulier de notre établissement. Et ce lien avec la recherche et la formation, en fait, il peut être vu de deux points de vue, c'est-à-dire ce que les chercheurs du CNAM peuvent apporter au musée sur les sujets de recherche qui sont les leurs, sur les objets, sur les matériaux, voilà. Et puis à l'inverse, comment est-ce que la communauté scientifique du CNAM peut et doit se saisir de cet objet tout à fait, de cet outil en fait, tout à fait fantastique, à la fois pour ces questions de recherche, ça en fait, c'est un laboratoire aussi pour des chercheurs, et aussi pour la formation. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait un exemple d'une enseignante qui, avec ses élèves ingénieurs, hein, c'est ça, aller au musée pour prendre conscience de ce que les erreurs, ou en tout cas les errements scientifiques avaient existé, existeront probablement toujours, et que c'était normal, et que justement par rapport à l'acquisition de la méthode et du doute scientifique, c'était tout à fait important. On a souligné tout à l'heure la puissance de l'objet en fait, comme moyen de transmettre beaucoup de choses, et pas que de l'émotion, aussi des savoirs de diverses façons. Donc ce musée est vraiment au cœur.
Et ce musée m'amène aussi donc à revenir sur ce que mes deux voisins ont évoqué, c'est-à-dire la nécessité et l'envie du CNAM de se positionner sur la médiation et sur la réflexion sur la médiation, puisque dans le musée, il y a de la médiation, dans les enseignements du CNAM, il y a de la médiation, et dans les recherches du CNAM, à travers les partenariats et Remédis, il faut qu'il y ait aussi de la recherche et davantage de recherche. Donc, tous ces sujets, en fait, se percolent et finalement infusent, puisqu'on l'a dit plusieurs fois, je ne sais pas qui l'a dit, mais je trouve que c'est une bonne façon de voir comment, finalement, ces questions de sciences et société pénètrent toutes les couches, finalement, de notre établissement. Donc, j'aimerais finir sur une autre particularité que je trouve particulièrement intéressante et sur laquelle j'aimerais bien que le CNAM puisse s'appuyer pour Pardon, c'est moi, élargir. je me suis un peu... Pour élargir le champ de cette action, en fait, auprès des publics, donc de la société au sens très large, mais donc des publics au sens concret. J'en ai parlé la semaine dernière avec l'ensemble des directeurs des centres régionaux. Une autre particularité importante de l'établissement, donc j'ai évoqué le musée, c'est aussi les CCR. Centre CNAM en région, on a beaucoup d'acronymes ici. Les centres CNAM en région, en fait, ce sont une structure extrêmement singulière, puisque ce sont des associations de gestion qui, dans l'ensemble des territoires métropolitains, ultramarins et dans un certain nombre de cas aussi à l'étranger, en fait, sont les opérateurs à la fois de nos formations, mais aussi de nos missions. Et donc, les collègues de CNAM Pays de Loire qui nous ont fait l'amitié de venir et qui sont intervenus aujourd'hui en sont des parfaits exemples. Nos centres régionaux sont là pour porter nos formations dans un certain sens pour accompagner la recherche, mais c'est vrai qu'il n'y a pas il y a peu, on va dire, de recherche dans les CNAM régionaux pour des questions statutaires d'enseignants-chercheurs, mais aussi cette mission de diffusion des savoirs, de la culture scientifique et technique. Et je pense que c'est vraiment un atout majeur. La production la production d'outils, d'objets de médiation, on va dire, enfin quelles que soient les formes, et il y a beaucoup de créativité qui sont dans tous ces centres régionaux, mériterait très certainement d'être mutualisés, d'être réfléchis ensemble, d'être portés à la connaissance finalement ensemble auprès d'un public extrêmement large, puisque en fait, on peut se transporter. Alors quand je dis on peut se transporter, la médiation peut se développer, se répandre sur une quantité importante de territoires à travers ce qui est produit collectivement par l'ensemble du réseau. Et je pense que c'est une source de créativité vraiment très intéressante, à la fois en utilisant les moyens de l'innovation au départ pédagogique, mais disons les moyens des nouvelles technologies de la communication, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faut aussi que collectivement, je pense, le CNAM se mobilise pour que, à travers son réseau, ce soit l'ensemble des dispositifs de diffusion des savoirs qui puissent être collectivement pensés, portés, apportés. Dans la discussion qu'on avait avec les directeurs de centre la semaine dernière, il y avait cette notion d'aller vers, parce qu'on parlait de ce qu'on pouvait mettre sur l'espace numérique de formation. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont relativement simples, mais il y a aussi le aller vers. Et le aller vers, la force de notre réseau, c'est qu'il y a des gens, en fait, qui peuvent aller vers et qui peuvent, du coup, transmettre à beaucoup de publics et donc au cœur de la société
tous les savoirs avec leur pluridisciplinarité, avec leur spectre très large, puisque donc, vous l'avez compris, le CNAM est vraiment au cœur de la société, notamment du monde économique, hein, et c'est important, parce que c'est tout un écosystème aussi qu'on peut valoriser. Et donc, je pense que c'est une piste extrêmement féconde pour notre stratégie, puisque c'est de ça dont il est question, d'aller dans cette direction. Voilà. À tout le monde, évidemment, ici, et ayons quelques interrogations communes sur ce qui vient d'être dit. Et j'ai 10 minutes, me dit-on, mais 10 minutes, c'est beaucoup. On peut déclencher une guerre en 10 minutes. Donc, on vous écoute. Tout le monde est un peu fatigué après une journée de discussion, mais des rebonds, comme on dit au rugby. Pardon? Oui, je fais la propagande. L'information hors contexte était un peu dangereuse parce que il fallait voir le côté. Non, je vais juste, en profitant du silence, peut-être pour permettre de réfléchir à des questions ou des suggestions. On a dit c'est les 16 novembre à l'Université de Lorraine pour discuter des études de public et les 7 mars, par contre, ça sera Sorbonne Université cette fois qui va prendre les relais et organiser la journée Remedis, dont les thèmes, on le dévoilera à fur et à mesure, mais les save the date est déjà là, c'est le 7 mars. Donc voilà. Ça a permis de monter au cerveau de quelques questions. Bon, écoutez, on ne va pas inventer des questions, si ce n'est de laisser maturer peut-être les réflexions de... Je regarde, non, je ne sais pas, il y a des questions dans la salle. Alors, en tout cas, je pense que Pascal Hurtel a résumé l'orientation effectivement du Conservatoire national des arts et métiers dans ces deux dimensions de culture scientifique et technique, enfin dans sa dimension qui est le musée, et ça a été rappelé de très longue durée. Et puis, si tu ne l'avais pas fait, mais c'est bien d'y avoir incité, le CNAM, c'est un ensemble d'activités sur un territoire, et nous avons même ici Xavier Noël qui, pour les Pays de la Loire, s'occupe de la culture scientifique et technique au niveau régional. On a beaucoup, et en Lorraine, en lien, je l'espère, avec l'Université de Lorraine, je crois que oui, mais pas assez. Il y a toute une série d'activités où il y a eu, et il devrait y avoir toute une série d'activités. L'un des points, finalement, moi, je vais juste dire un petit mot. D'abord, merci vraiment, parce que depuis l'interrogation du départ que nous avons eue, qui était celle de montrer ou de réfléchir ensemble à ce que le CNAM et son environnement. C'est pour ça que Remedis, c'est pour nous très très important dans ce cadre-là. Le CNAM et son environnement, le CNAM et les centres de culture scientifique, le CNAM, c'est un outil potentiel pour les va-et-vient de transfert de connaissances qui, aujourd'hui, on le sait, vont dans tous les sens. Alors, ça a été dit, redit, travaillé. On a une très grande réflexivité dans les sociétés contemporaines, vu le niveau scolaire et universitaire. On a une très grande réflexivité parce qu'on a ce principe et cette affirmation délibérative dans les sociétés occidentales, particulièrement européennes et particulièrement nord-européennes, parce qu'il ne faut pas plaisanter, c'est pas vrai partout. Et on a cette hypothèse que la médiation, et Olivier Lasvernias tout à l'heure dans l'une des tables rondes l'a bien dit, la médiation, le transfert ou la transmission, ça n'est qu'une toute petite partie des processus de médiation. Pour ce qui me concerne, s'il y a un point à retenir, c'est ça, c'est qu'on a un ensemble de phénomènes qui sont dans le processus de communication, si on veut être sur la métaphore communicationnelle, puisque médiation, c'est aussi une métaphore communicationnelle, en tout cas en partie une métaphore communicationnelle. Eh bien, ce processus, il n'est pas descendant, il est
de construction. Alors aujourd'hui, on dit co-construction, je ne vois pas pourquoi on a rajouté de co, mais de construction commune, d'interaction, de multi-acteurs. Et ça, on l'a vu tout au long de la journée, selon les endroits, selon les points de vue, évidemment. On n'a pas tout à fait la même interrogation. L'autre interrogation, moi, que je retiens et qui a été plus feutrée aujourd'hui, et c'est bien normal parce qu'on est des gens très civilisés, c'est qui a été donné au départ par Alain Fuchs dans son cadran, un peu quelque part, c'est quand même qu'il y a des oppositions extrêmement fortes dans à quoi peut servir la science, à quoi les différents savoirs qui circulent sont susceptibles de contribuer. Ça n'est pas neutre. Si c'est pour l'innovation et pour le développement de la top région au niveau européen, c'est pas la même chose que si c'est pour les transitions et le développement des AMAP dans tel ou tel endroit. On est vraiment dans des tensions, et c'est aussi l'autre chose que je retiens. On l'a moins dit, mais il y a des tensions, et c'est pas très grave, c'est très important, et c'est un des éléments peut-être fondamental de notre rapport à la connaissance en société, c'est de développer la capacité citoyenne, dit-on aujourd'hui, la capacité des individus de faire face à ces tensions avec un esprit critique. C'est un des mots à la mode et développé, notamment par Universcience, par le CNAM et par bien d'autres, en utilisant la démarche scientifique, c'est-à-dire la capacité de confronter nos points de vue, les points de vue. C'est pour ça que délibération, esprit critique, etc., ça fonctionne ensemble, pas tellement avec innovation, il faut bien dire, pas tellement, mais c'est cet ensemble-là que nous avons face à nous. Donc moi, je n'ai pas envie de conclure. Madame France, la conclusion viendra de la France. Non, c'est juste une question en vous écoutant et ça, les questions ont percolé, voilà. Parce qu'on a mentionné à plusieurs reprises la Chine et la politique de la Chine de soutien à la recherche et la manière dont vous l'avez dit, il y a une entreprise en tout cas d'occuper l'espace cognitif mondial. Et du coup, j'aurais voulu savoir comment est-ce que vous décririez en contrepoint les orientations et les partis pris de l'Europe, ou en tout cas à minima de l'Union européenne, quand il s'agit de recherche et d'interface sciences et société. C'est pas la peine de faire une question simple en fin de course. Non, mais on remercie Emma. Donc, il y a un prochain colloque à faire, Emma, là-dessus, un prochain séminaire. Mais il se trouve que je travaille un petit peu sur ces questions-là, si je peux me permettre, mais je vous donne volontiers la parole. D'abord, les politiques au niveau central, qu'ils soient chinois, indiens, états-uniens, européens, sont des agrégations de politiques avec ce que, en Science and Technology Studies, Sheila Jasanoff a appelé des imaginaires sociotechniques. C'est-à-dire qu'il faut déjà regarder ce qui est produit comme imaginaire sociotechnique. En Europe, il y en a plusieurs imaginaires en emboîtement. Il y a l'imaginaire de l'ordre social européen, du régime administratif et politique européen, et puis il y a ce que font les pays, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On a des tensions entre les différentes choses, on ne va pas du tout avoir les régions, par exemple, qu'elles soient baltes, j'ai cité la Flandre, qui est vraiment très très en pointe sur ces questions-là, ou la France, n'ont pas du tout la même histoire, d'une part, et le même imaginaire. En France, l'imaginaire, je l'ai dit, est disjoint totalement. En Chine, puisque tu évoques la Chine, eh bien, l'imaginaire central n'est pas disjoint, il est flamand. C'est le même que la Flandre, strictement, avec une mise en compétition. De 7 et 8 novembre à Shenzhen, il y a un très gros colloque Forum Innovation Sustainability qui est très important sur une zone qui a 300 millions de personnes, un PIB équivalent à la moitié de l'Europe, si ce n'est plus, et on est sur des imaginaires de compétition complètement avec les rankings, avec les citation index, etc. Ça n'est pas vrai dans tous les compartiments de l'Europe, et ça doit se regarder au détail. Mais globalement, la Commission européenne ou l'Union européenne, elle,
qui est dirigée par des formes administratives et pilotage économique de type OCDE, etc., elle est bien sur ces éléments-là. Donc on a un processus qui est de convergence d'un côté, mais avec des tendances qui sont très différentes selon les pays et selon les endroits. La situation de la recherche en Italie, je parle peut-être vraiment de choses que je connais bien moins, mais la situation de la recherche en Italie, en tout cas pour une certaine époque que j'avais regardée, est une situation où les institutions ont été quasi démantelées dans un certain nombre de cas, et pour autant la recherche a continué, mais avec d'autres imaginaires. Donc ces questions-là sont assez importantes à regarder. Il y a bien une standardisation globale. Il y a une ancienne adjointe au CNRS, Catherine Paradise, qui avait co-dirigé un ouvrage qui s'appelle University Under Pressure, qui est très important et très intéressant, l'université sous pression. Et c'est bien ces pressions-là qu'il faut regarder. C'est-à-dire à quelle résultante de pression on est. Aujourd'hui, si on prend la France, on a vraiment des choses très différentes, mais le processus par lequel la politique française de transformation des universités s'est faite à partir des années 2000 est un alignement, c'est une défaite sans combat par rapport au système français historique, et c'est un alignement volontariste à travers les PIA, à travers la mise en place des universités, à travers la standardisation de la production, à travers la mise en compétition, etc., sur les modèles qui ne sont pas purement anglo-saxons ou américains, qui sont plutôt de l'ordre de la Flandre, d'un certain nombre de lieux, et des États-Unis aussi dans un certain nombre de domaines. Voilà. Mais il y a d'autres ordres et d'imaginaire. Le processus de Bologne, par exemple, ne vient pas de là. Le processus de Bologne, pour faire très caricatural et très court, et je m'en excuse, c'est l'alliance, c'est le club des très grandes universités européennes avant de se faire bouffer par la vague d'abord américaine puis chinoise, pour dire on va quand même pas, on est les aristocrates historiques et on va montrer par notre mise en standardisation par le haut que nous pouvons donner le là au monde. Et comme disait Brassens dans Le Gorille, la suite lui prouva que non. Nous avons, dans le même temps, perdu notre langue au niveau de véhicules scientifiques et alignement standardisé direct sur le processus américano-chinois. Mais ça, c'est au niveau macro. Au niveau micro, tout est différent. Mais bon, c'est ma compréhension. Hein. Position de l'Europe sur la stratégie, effectivement, sciences-société. Je n'ai pas vu grand-chose, moi. La priorité de l'Europe, c'est l'innovation aujourd'hui. Hein. C'est le marché de la connaissance, un marché unique de la connaissance. Et c'est plutôt là-dessus que se greffe aujourd'hui beaucoup d'imaginaire en termes de performance, hein, performance économique. Et c'est plutôt dans ce domaine-là que je vois beaucoup d'initiatives. Ils sont en train de construire le nuage des données européens, où normalement tous les États doivent projeter leurs données, leurs connaissances, leurs textes, pour que ça puisse circuler beaucoup plus de façon libre entre les pays européens. Donc il y a cette vision d'unifier le marché de la connaissance pour gagner de la performance. Hein. Moi, je vois surtout ce discours-là en tous les cas. Sur les standards de fonctionnement habituels, canal habituel, donc pas habituel. Alors évidemment, pour les anthropologues et autres médiévistes, c'est moins net. Ouais, c'est vrai. Par hasard, est-ce que M. Marco est dans la salle? Non. Bon, alors, oui, il devait arriver. Emma, une autre question simple pour la tribune. Ah, bien sûr, bien sûr. Parce que sinon, on pense pas. Du coup, face à sa standardisation, de tous les processus de légitimité, légitimation des savoirs, etc., qu'est-ce qui se passe avec la science ouverte, les sciences participatives, etc. Quelle peut
être leur place là-dedans. Tout à l'heure, on évoquait, je crois que c'est Mathéo qui disait ça, que le public, il était aussi une source de savoir, qu'on pouvait recueillir auprès de lui une grosse masse de savoir, mais quelle légitimité finalement de ces savoirs et de ces démarches de sciences ouvertes où on essaye d'avoir des médiations qui ne soient pas juste des transmissions un peu funky, mais que ça soit des vraies médiations où ça fonctionne aussi, non pas seulement du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Mais alors, c'est au niveau micro, ça peut se faire. Au niveau macro, est-ce que le mouvement, à un moment donné, peut transformer, influer ce genre de choses? Si tant est qu'on souhaite ça. Enfin, là, juste pour moi, sciences citoyennes ou sciences participatives ou dans l'acception courante, enfin, ça ouvre la science, mais c'est pas l'enjeu en fait. L'ouverture de la science, c'est moins une question de qui produit la science que de comment on la diffuse. Donc pour moi, la suite de votre question me semble, elle est plutôt du côté des sciences citoyenne participative. Je crois que finalement, c'est ce qui est, c'est pas clair, mais c'est plus large. Et je pense que il serait vraiment important d'avoir des clarifications sémantiques sur ces aspects-là, puisque ça n'est pas la même chose. C'est précisément pour moi l'objectif de la science participative de donner de la légitimité. C'est-à-dire que je ne parle pas de la science où le citoyen est collecteur ou producteur de données. Je ne parle pas non plus de la science où le citoyen, c'est pour faire court, hein, bien sûr, propose un sujet et donc s'adresse au sachant pour que le sachant lui donne de la science sur la question qu'il pose. Mais c'est de mettre en capacité le citoyen de devenir chercheur, en tout cas le temps de la recherche, et sur un sujet sur lequel il a quelque chose à apporter. Et donc, dans ce processus-là, la légitimité, elle existe, puisque c'est la mise en place même de ce protocole qui va permettre, enfin, c'est le scientifique professionnel qui va permettre aux scientifiques, donc en l'occurrence amateurs, en tout cas qui n'est pas un professionnel de la profession, de pouvoir participer pleinement à une recherche en y apportant ce qu'il peut y apporter. Donc, alors après ça, moi, c'était juste ça que je voulais clarifier. Après ça, sur le côté européen de la chose, je passe la parole à Mathéo, parce qu'il a l'air d'avoir des choses à compléter. Ça serait intéressant de réouvrir et de recommencer tout à fait. On va pas le faire. Non, moi, je pense que c'est dangereux de parler des sciences participatives de façon générale, exactement pour les mêmes choses. C'est-à-dire, on risque de mettre tout sous le même chapeau. Et comme il y a effectivement une envie aussi un peu idéologique, saine, hein, mais idéologique, de voir s'éteindre la démocratisation des savoirs, etc., on dit que les sciences participatives, c'est quelque chose qui est un fin. Et en effet, c'est plutôt en moyenne pour s'assurer que là où il y a de la connaissance pertinente, on est capable de l'utiliser, de la faire circuler, etc. Donc là aussi, faire la généralisation des sciences participatives en général, je trouve que c'est dangereux. Les sciences participatives ont eu beaucoup de succès et on en été appuyés là où ils marchent. Donc, les transitions, l'aménagement urbain, en France, le projet CITIC, par exemple, un projet magnifique de sciences participatives. Pourquoi ça a continué à grandir? Parce que ça a marché. Ça a produit des connaissances que sans les randonneurs, les développeurs. Et c'est un projet pour connecter la connaissance sur les tiques, celles qui piquent, et la maladie de Lyme, où il manquait un anneau, celui de qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils sont piqués. Quand ils sont dans les champs. Personne ne le savait. Donc, il fallait incorporer la connaissance de ceux qui organisent les balades en campagne. Sans ça, on n'avait pas, il nous manquait un élément. On savait tout ce qui se passe en labo, tout ce qui se passe dans le comportement de la bête et tout ce qui se passe après à l'hôpital.
mais au milieu, il manquait une chose. Donc là, paf, ça marche et c'est super. Donc, je pense que dans la façon dans laquelle il faudra organiser les soutiens aux sciences participatives, il faut toujours regarder bien l'objectif et non pas la posture. Il y a une chose que peut-être c'est importante, c'est utile au moins de souligner dans les concepts de open science, de sciences ouvertes, parce qu'il y a eu un vrai shift entre la proposition originale de mettre les open science au cœur de la politique européenne. Les rapports, je ne me souviens plus son nom, peut-être quelqu'un le sait, Open Science, Open Innovation, Open to the World, qui était le commissaire à l'époque pour la recherche, qui a donné un peu l'impulsion. Open Science, c'était, si je ne me trompe pas, 5 dimensions dans lesquelles il y avait l'open access, donc la circulation des publications, mais dans les 5 dimensions, il y avait la recherche participative, l'éducation scientifique et la médiation et la diffusion. C'était comme ça qui était présenté à l'origine et qui après a été traduit, en particulier en France, je dois dire, mais en faisant une sorte de synonyme entre open science et la somme open data, open access, open data, open logiciel, je ne me souviens plus comment on l'appelle. Ouais. Et donc, il y a aussi une historique de l'open science qui a, pour quelques raisons, un peu effacé les côtés éducation, sciences participatives et médiation qui étaient au cœur de la proposition. Dernière chose, j'ai un peu l'impression que, comme pour d'autres sujets, aussi pour les sciences participatives, tout le monde est prêt à surfer la vague quand la vague elle est là. Je n'ai pas vu beaucoup d'efforts d'aller contre la vague, c'est-à-dire de l'en faire une vraie politique qui est capable de dire, même si je dois lutter contre des forces opposées, je vais quand même essayer de mettre en place des systèmes qui promeuvent. Donc aujourd'hui, c'est très bien, la vague est très forte, on va. Je me demande qu'est-ce qui va se passer quand, si jamais la vague, s'il y aura des vraies envies de soit générer une vague opposée ou d'aller surfer dans l'autre sens. La conclusion sera que l'un des... Bon, donc, voilà, il y a un cours à 18h et il faut conclure. Et donc, merci à tous. Ce ne sera pas épuisé, mais ma chère Magali, ma proposition, puisque c'était une de nos hypothèses de départ, que cette journée un peu généraliste, vous l'avez noté, j'ai pas rebondi sur la table ronde qui n'a pas pu avoir lieu. C'est parce que les autres étaient aussi très passionnantes et que tout le monde est allé aux autres, mais il nous faudrait travailler sur la question des musées. Mais ma chère Magali, la bonne question que tu viens de poser pourrait faire l'objet d'un atelier Remedis CNAM pour la prochaine fois, puisque un de nos objectifs, c'est que ce soit un peu un moyen pour nous, on débriefera, et avec vous bien sûr, de faire d'autres éléments dans le cadre de Remedis, du CNAM et avec d'autres partenaires sur des questions. La question participative, on le voit, est fort intéressante et fort importante, complexe, contradictoire et qui mérite vraiment pas mal de réflexion parce qu'elle s'empare de la médiation scientifique depuis quelques années. Donc merci, nous avons donc là le destin qui nous arrive et qui nous signifie que nous devons quitter la salle. Voilà, merci beaucoup et on se retrouve au musée. Oh, monsieur Marco, c'est pas du tout. J'ai cru que c'était un étudiant qui arrivait. Ah, pardon. J'annule. Alors, non, mais c'est bien. Bonjour. Voilà, donc, eh bien, écoutez, on va pas quitter la salle, on va écouter monsieur Marco qui nous arrive en fin de course, qui est, alors, la titulature impériale, je ne l'ai pas. Vous êtes délégué central, mondial, général, français, régional de la culture scientifique et technique au ministère. Oui, bonsoir. Excusez-moi d'arriver que maintenant, mais j'avais un engagement ailleurs et en plus, je me suis vraiment dépêché. Donc, bonsoir. Ça fait très, très longtemps qu'on ne m'a pas dit que j'étais étudiant. Et vu ma barbe et mon absence de cheveux, vous auriez pu suspecter quelque chose. Donc, vraiment désolé de ne pas avoir pu assister à cette journée. J'aurais adoré parce que le programme était vraiment alléchant. Et s'il y a une suite, je viendrai avec plaisir. Voilà, je voulais vous dire ça. Donc, je suis Olivier Marco. Je travaille au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je dirige le département des relations sciences et société à la Direction générale de la recherche et de l'innovation. Peut-être que vous connaissiez Nicolas Engo, dont j'ai pris la succession. Voilà. J'ai grand plaisir, bien sûr, à reprendre l'ensemble de ces thématiques. Et puis...
et puis à écouter ce qui se fait dans le domaine. Alors j'aurais adoré participer à cette journée parce que justement la connexion avec la réflexion, avec les recherches qui sont menées sur ces thématiques est pour moi essentielle. Étant un ancien chercheur moi-même, je vois tout l'intérêt qu'on peut avoir à réfléchir et à connecter les questions sciences et société, recherche, et puis recherche sur la thématique elle-même, sciences et société. Et ça me paraît essentiel. Alors, c'est tout à fait intégré et en visibilité pour le ministère en ce qui concerne la suite, comment on va projeter la problématique sciences et société. Donc, je m'inscris évidemment dans la continuité de ce qui avait été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire le travail à la fois sur la labellisation des établissements, dont on lancera bientôt une vague 3. Le soutien aux établissements, le soutien aux musées. Alors, les arts et métiers, c'est à la fois un établissement, un musée, donc c'est un peu hybride. Et c'est dans notre périmètre, bien sûr, puisque le département a aussi la tutelle d'un certain nombre d'établissements et de musées dans celui-ci. Et puis, il y a également toutes les questions qui touchent au financement des actions de culture scientifique portées d'une part par, je l'ai dit, les musées, les universités, mais aussi les associations qu'on soutient à travers des appels à projets pour les associations qui ont un impact national, pour lesquels on va relancer un appel à projet en janvier prochain pour financer des actions qu'on souhaite développer le plus possible aussi en partenariat avec les établissements universitaires, avec les académies quand c'est possible. On soutient également l'initiative Sciences à l'école, qui vise à travailler, à faire connaître les sciences aux élèves dans les collèges et les lycées. On s'associe, même si on ne soutient pas directement son équivalent sur le premier degré qui s'appelle La main à la pâte, qui est un travail très important aussi et qui a lancé récemment un certain nombre d'actions et notamment qui cherche à impliquer des doctorants dans des actions en milieu scolaire de médiation, c'est très important, qui vont travailler avec des enseignants mais aussi directement dans des classes. L'enjeu est de taille puisque il y a, c'est malheureux, mais il y a une désaffection pour les carrières scientifiques à l'université ou même dans les écoles d'ingénieurs. Et donc, il y a un gros enjeu à redonner des lettres de noblesse, entre guillemets, aux sciences en général et notamment envers les jeunes pour cet enjeu-là, mais aussi d'une manière générale à redonner un socle de culture scientifique au sens large à l'ensemble de la société, à réintroduire ou en tout cas à valoriser tout ce qui touche à l'esprit critique, à la réflexion dans un monde où on assiste malheureusement à beaucoup de présence de désinformation, de relais communautaristes autour d'un certain nombre d'influenceurs qui colportent souvent des théories complètement farfelues, voire dangereuses pour nos démocraties ou pour nos sociétés. Je pense aux antivax, par exemple, mais il y a plein d'autres exemples. Et donc, sur toutes ces questions, il y a un véritable enjeu et la mobilisation de tous les acteurs, vraiment à tous les niveaux, est essentielle. Et c'est un petit peu ça le rôle qu'on a, nous, en tant que ministère, parce que après avoir dit tout ça, je vais relativiser. Hein, on est dans un département où on est 5 personnes, donc ça remet les choses aussi dans leur contexte. Donc ça veut dire on phosphore, on réfléchit, on essaie d'élaborer des stratégies, de distribuer les moyens dont on dispose, mais on n'ira pas plus loin s'il n'y a pas la mobilisation de l'ensemble de la communauté enseignement supérieur, recherche, innovation et des acteurs de terrain qui peuvent être dans les établissements, dans toutes les associations qui sont financées sur le terrain de culture scientifique et tous les acteurs dans leur diversité qu'on peut imaginer qui ont envie de s'impliquer dans cet enjeu. Et donc voilà, c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on peut réfléchir ensemble, comment aussi est-ce qu'on peut asseoir notre vision et notre feuille de route et notre ambition stratégique sur aussi les analyses sociétales qui sont faites des mutations et des enjeux. Parce que il suffit pas de dire qu'on a envie de repasser des messages concernant la science, concernant le dialogue science et société. Il faut aussi se demander, par rapport à ce qui est fait, qu'est-ce qui fonctionne pas, quelles sont les bonnes façons de passer des messages, quels sont les récepteurs intéressants à développer et qu'est-ce qu'on fait mal. Parce que sinon, en fait, comme on a quand même des moyens limités, on va perdre en efficacité et finalement,
soit on va diluer le message, soit on va carrément se planter. Et donc, c'est tout ça, globalement, qui nous intéresse. Alors, vous l'avez compris, je m'en suis excusé, je le refais encore une fois, de ne pas pouvoir être venu aujourd'hui, mais j'aurais grand intérêt à rester en contact avec vous, donc je vous remercie pour l'invitation, et franchement, n'hésitez pas, j'espère pouvoir organiser en 2024 une journée de réflexion au ministère. Alors, ce sera peut-être, bon, il se trouve qu'en plus, le ministère déménage en 2024, ça ne va pas être très pratique, mais bon, au ministère ou ailleurs, peut-être ici, je ne sais pas, une journée de réflexion sur ces enjeux et sur la façon dont on peut les réfléchir et les élaborer ensemble et puis adapter, parce que les moyens, on va les projeter sur les acteurs et avec les ambitions qu'on a envie de porter, mais tout ça est très ouvert. Et le message que je veux vous faire passer vraiment en tant que représentant du ministère, c'est vraiment de vous dire j'ai grand plaisir à discuter avec tout le monde. Alors, bon, on n'est pas très nombreux, donc je ne peux pas recevoir tout le monde à la fois, mais j'ai grand plaisir à discuter avec les uns et les autres, à réfléchir ensemble, à coélaborer les stratégies, les moyens d'action. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous faire passer des messages. Si vous avez des propositions ou une façon de voir les choses et que vous pensez que ça vaudrait la peine de le porter ou de l'explorer, n'hésitez pas, hein, c'est pas du tout fermé. Vraiment, on est là, le ministère, pour porter, pour soutenir les actions, pour aller dans le sens, bien sûr, de ce que nous demande la ministre, hein, puisque moi, je suis dans l'administration, donc je suis au service de la ministre et de son cabinet et donc de sa vision politique, bien sûr. Mais les moyens, après, ils sont développés et portés par les services. Et puis ensuite, sur le terrain, eh ben, c'est les acteurs de terrain qui font les choses, parce que comme je vous l'ai dit, on n'est que 5. Donc, in fine, toutes les actions qui ont lieu, en réalité, sont portées par l'ensemble des acteurs de l'ESRI, dont vous faites partie séparément et globalement. Voilà, donc c'est vraiment le message que je vais vous faire passer. Discutons, dialoguons, rencontrons-nous, réfléchissons à la meilleure façon de porter ça. L'enjeu, c'est vraiment de faire vivre le dialogue sciences et société à tous les niveaux, la science participative, la recherche participative, l'intervention dans les milieux scolaires, l'intervention à l'université, également la problématique femmes et sciences, qui est une problématique très forte, parce que les jeunes filles se désintéressent des sciences pour un tas de raisons et malheureusement ne vont pas dans les carrières scientifiques alors qu'elles sont souvent meilleures que les garçons. Donc il y a un vrai enjeu de société à mener là-dessus, donc à travers les rôles modèles, à travers la façon, les représentations qu'on peut donner, à travers les encouragements qu'on peut porter. Donc il y a vraiment un enjeu très fort, hein, parce qu'on ne peut pas se passer de 50% de la société, c'est complètement absurde. Donc comment on réagit par rapport à ça? Et donc tous ces éléments-là, voilà, ça fait partie de la feuille de route, des choses qu'on essaye de porter. Et voilà, j'espère que vous pourrez aussi irriguer nos réflexions sur cette base-là. Vous êtes les bienvenus à le faire, n'hésitez pas. Mon email, c'est olivier.marco@recherche.gouv.fr, mais si vous tapez Olivier Marco sur Internet, vous trouverez assez vite mon nom ou dans LinkedIn. Et n'hésitez pas à m'écrire. Et si je ne réponds pas tout de suite, c'est juste que j'ai beaucoup de messages. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être s'il y a une question. Merci beaucoup. Moi, je suis vraiment désolé parce qu'on était en train j'étais en train de conclure, mais merci beaucoup. Moi, je vais vous en poser une, mais peut-être que mes collègues le font. Je vais vous dire, il est contradictoire de dire d'un côté, mais vous n'y êtes pour rien, que la ministre a une feuille de route qu'on connaît parfaitement. Il suffit de regarder ce que tous les ministres disent depuis que l'innovation leur est montée au cerveau, et de dire en même temps, ben, on va vous écouter. Parce que si on veut écouter, alors le milieu, et je dis bien le milieu, très contradictoire, avec énormément de champs différents, etc., il dit que précisément l'affolement des physiciens de tout temps devant le fait qu'à la place d'avoir 100 personnes pour rentrer à Polytechnique, ils en ont que 50 et que ça va peut-être baisser le niveau, eh ben, c'est une connerie monumentale, premièrement. Et deuxièmement, que si on parle de science, il y a au moins deux choses. Il y avait là Olivier Vernias aujourd'hui qui depuis 20 ou 30 ans dit de manière tout à fait convaincante, assurée, mais que personne n'a jamais entendu, particulièrement pas à la main, à la pâte et ailleurs, que c'est à l'école que ça se passe et que quand on vire
concrètement 75% de la population pour sélectionner 25, bah déjà on ne s'affole pas parce qu'on n'a pas à Polytechnique les meilleurs des meilleurs des meilleurs, d'autant moins que Polytechnique, ce n'est pas les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Donc le message, ce serait qu'on nous écoute. Et ce serait précisément qu'avant d'avoir une feuille de route, on se pose la question de ce que c'est que le lien aux sciences avec et pour la société, je voudrais dire à la française. Donc voilà, c'était pour réveiller un peu la salle et en provocation finale, mais c'est selon moi extrêmement important qu'il y ait cette écoute, parce que sinon on va arriver, voilà, on a déjà la feuille de route. On vous remercie, c'est-à-dire est-ce que comme d'habitude, puisqu'on est en France, est-ce que je vais obtenir 10 000 € en me moulant dans votre feuille de route, femmes et sciences, je sais pas quoi, pour pouvoir mener mes recherches? Et je vais immédiatement faire ça. Je dis je, mais bon. Donc, s'il vous plaît, et il y a là le président, c'est le président ou directeur, je me souviens plus, du réseau Remedis, Matteo Merzagora, il y a là l'adjointe à l'administratrice du CNAM, il y a un certain nombre de personnes. Ben voilà. Sans préconception, et je pense qu'on pourra progresser avec moins de préconception. Voilà, c'était la minute nécessaire de la critique et de la liberté académique. Et malheureusement, il faut qu'on parte, mais j'aimerais bien qu'on continue. Voilà. Mais je vous en prie.